Au cours d'un dîner de famille, un week-end, ma mère a dit « Ton grand-père a la démence, alors, ton père et moi avons décidé de le placer dans une maison de retraite. Qu'en penses-tu » J'ai répondu « Alors, laissez grand-père emménager avec moi. » Un mois plus tard, il a révélé qu'il possédait un fonds d'épargne de 1,5 million de dollars. Immédiatement, mes parents sont arrivés avec un avocat, exigeant la moitié de l'argent. Mais ensuite, au cours d'un dîner de famille, un week-end, ma mère a dit « Ton grand-père souffre de démence, alors, ton père et moi avons décidé de le placer dans une maison de retraite. Qu'en penses-tu » J'ai répondu « Dans ce cas, laissez grand-père emménager chez moi. » Un mois plus tard, il a révélé qu'il possédait un fonds d'épargne de 1,5 million de dollars. Immédiatement, mes parents se sont présentés avec un avocat, exigeant la moitié de cet argent. Mais voilà, je m'appelle Marche Avance. J'ai 29 ans, et à 9 h, par un lundi matin glacial et couvert de neige, j'étais assise dans un cabinet d'avocat du centre-ville de Louisville, observant mes propres parents tenter d'arracher tout ce que mon grand-père avait construit. De l'autre côté de la table de réunion, poli, mon père était assis, avec un sourire froid et calculateur, tandis que ma mère évitait mon regard, se cachant derrière leur avocat très coûteux. Il pensait que du haut de mes 29 ans, j'allais me paralyser sous la pression juridique, et leur abandonner les économies de toute une vie de mon grand-père. Il croyait que sa mémoire défaillante en faisait une cible facile à exploiter, et que ma nature calme signifiait que je me rendrais sans me battre. Mais ils ont totalement mal calculé qui protégeait vraiment qui. Assis au côté de mon grand-père, tenant une boîte en fer usé, remplie de décennies de preuves irréfutables, je savais qu'il ne s'agissait plus seulement d'un litige concernant un fonds financier. C'était une guerre totale pour sa dignité, et j'étais entièrement prête à brûler tous les ponts pour la gagner. Si vous voulez voir comment cette bataille familiale intense se déroule, et découvrir qui l'emporte finalement, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, afin de ne manquer aucun épisode de notre histoire. En septembre de cette année-là, avant que les premières tempêtes de neige de la saison ne recouvrent Louisville, ma famille essayait encore désespérément de maintenir une illusion de paix tout à fait délirante. Chaque dimanche soir, je devais me rendre en voiture à la maison banlieusarde où j'avais grandi, pour assister à des repas de famille tendus, qui ressemblaient plus à des négociations commerciales qu'à des réunions affectueuses. Mon père, Vincent Vance, s'asseyait en bout de table, l'air très sombre, coupant agressivement son rôti de bœuf, tout en dissimulant à peine sa frustration persistante face à l'échec de ses entreprises. En face de lui, ma mère, Anita Vance, ajustait nerveusement ses bijoux en argent massif, lançant constamment des regards inquiets vers le coin paisible de la salle à manger. Là, était assis tranquillement mon grand-père, Lyle Vance, un ingénieur civil de 81 ans à la retraite, qui avait passé 4 décennies à concevoir les ponts mêmes qui reliaient notre ville. À présent, il était réduit à leurs yeux à un simple désagrément mineur. Simplement parce que son esprit vieillissant égarait parfois ses clés de maison. Ou oubliait d'éteindre la cafetière. Tout au long du repas, l'atmosphère dans la salle à manger devenait de plus en plus lourde, car mes parents échangeaient des regards codés, avant de se lancer enfin dans leur discours préparé. Mon père a claqué sa fourchette contre la fine assiette en porcelaine, se plaignant bruyamment de l'augmentation des factures d'électricité mensuelles, et de la charge épuisante de surveiller un parent âgé qui nécessitait une attention constante. Ma mère est immédiatement intervenue, en utilisant un ton prudemment travaillé de fausse sympathie, pour expliquer qu'ils avaient passé la semaine dernière à chercher des établissements, et qu'ils avaient officiellement trouvé une maison de retraite économique située dans une municipalité rurale isolée, très loin de la zone métropolitaine de Louisville. Elle a prétendu que c'était la solution la plus raisonnable pour toutes les personnes impliquées, affirmant que confier ses soins quotidiens à un personnel institutionnel peu coûteux réduirait considérablement leur pression financière personnelle, tout en le gardant correctement en sécurité. Les entendre parler d'eux
Mon grand-père comme s'il s'agissait d'une machine obsolète prête à être jetée. M'a glacé le sang. J'ai regardé le grand-père Lyle, dont les mains flétries tremblaient légèrement. Tandis qu'il poussait ses petits pois dans son assiette, comprenant clairement que son propre fils et sa belle-fille complotaient activement pour l'écarter d'eux. Leur vie. J'ai refusé de les laisser détruire le reste de sa dignité pour leur simple confort. Posant fermement ma serviette, j'ai dit directement à mes parents que leur plan froid était totalement inacceptable, déclarant que je prenais la responsabilité immédiate de ses soins quotidiens, et que je l'emmenais dans ma propre maison ce soir même. Mon père a ricané d'incrédulité, me prévenant que prendre en charge un homme âgé atteint d'un début de démence ruinerait ma vie sociale, et épuiserait mes modestes revenus de paysagiste. Mais j'ai ignoré ces insultes amères, j'ai aidé le grand-père Lyle à emballer ses vêtements essentiels, et je l'ai guidé vers mon ancienne berline. La transition paisible vers le mois d'octobre a apporté une profonde sensation de chaleur et de stabilité dans ma maison douillette de 2 chambres, quelque chose que mon grand-père n'avait pas connue depuis des années. Loin des critiques constantes et de l'environnement hostile de la maison de mes parents, son anxiété s'est visiblement envolée, permettant à sa personnalité douce et à son esprit vif de réapparaître au cours de nos habitudes matinales paisibles. Nous avons établi un rythme tranquille ensemble, où il s'asseyait près de la fenêtre ensoleillée de la cuisine en buvant du café noir, pendant que je dessinais des projets d'aménagement paysager avant de me rendre sur mes chantiers. Le cadre familier et le traitement respectueux ont fait des merveilles pour sa clarté mentale, gardant sa mémoire remarquablement nette, et son moral constamment élevé alors que les feuilles d'automne commençaient à devenir dorées dans tout le quartier. Un beau matin d'octobre, alors que nous étions assis ensemble après le petit déjeuner, le grand-père Lyle a fouillé sous son lit, et a sorti une lourde boîte en fer rouillé, qu'il avait soigneusement cachée à l'intérieur d'une ancienne valise en cuir. Il l'a posée doucement sur la table en bois de la cuisine, la faisant glisser vers moi avec un regard sérieux, mais profondément affectueux dans les yeux. Lorsque j'ai ouvert le couvercle à loquet, j'ai été stupéfaite de trouver des registres bancaires méticuleux, des certificats de titres de propriété originaux, et des documents officiels de fiducie établissant un compte privé évalué à 1,5 million de dollars. Il m'a expliqué doucement qu'il avait passé toute sa carrière professionnelle à constituer tranquillement ce fonds, grâce à son salaire d'ingénieur, à la vente de terrain, et au versement de l'assurance vie de ma défunte grand-mère, en le structurant intentionnellement pour couvrir ses futures dépenses médicales, tout en veillant à ce que le patrimoine restant me soit transmis directement. Alors que je fixais la somme incroyable détaillée sur les papiers certifiés, j'ai réalisé que mon grand-père avait placé sa confiance totale et tout l'héritage de sa vie entre mes mains, sans savoir que l'existence même de cette fortune allait bientôt déclencher une tempête impitoyable d'avidité au sein de notre famille. Au début du mois de novembre, alors que les vents frais d'automne balayaient le centre-ville de Louisville, j'ai décidé de régler formellement les détails administratifs concernant les soins de santé continus de mon grand-père. Accompagné du grand-père Lyle, je suis allé à la succursale principale de la Heritage Bank, pour prendre rendez-vous avec Opal Kent, la gestionnaire de fiducie spécialisée dans les comptes familiaux. Assise dans son bureau calme aux parois de verre, j'ai présenté les documents originaux du fonds provenant de la boîte en fer, afin que nous puissions mettre à jour officiellement ces dossiers de procuration médicale principale. Opal Kent a examiné les pièces certifiées avec une efficacité professionnelle, confirmant que le capital de 1,5 million de dollars restait entièrement intact à son nom. Elle nous a guidés à travers les procédures de vérification nécessaires, veillant à ce que mon grand-père conserve la totalité de son autorité sur ses affaires financières, tout en me désignant comme sa représentante autorisée pour toutes les décisions futures de facturation médicale. Comme le grand-père Lyle n'avait jamais mis à jour son adresse postale principale depuis qu'il avait emménagé chez moi, le système de sécurité automatisé de la banque a généré une lettre de confirmation physique de routine et l'a envoyée directement à son ancienne résidence.
2 jours plus tard, le sanctuaire paisible de ma maison a été violemment brisé, lorsque mon père a fait irruption par ma porte d'entrée sans frapper, tenant le relevé bancaire ouvert dans son poing tremblant. Ma mère s'est précipitée juste derrière lui, le visage rouge de colère, accompagnée de Floyd Finch, un avocat agressif spécialisé dans le recouvrement d'actifs, connu dans toute la ville pour gérer d'impitoyables litiges d'héritage à haut risque. Mon père arpentait le sol de mon salon en criant que j'avais délibérément manipulé un homme âgé pour cacher une fortune massive, tout en laissant ses propres parents travailleurs dans une situation financière périlleuse. Floyd Finch s'est avancé avec un sourire arrogant, jetant une pile de contrats juridiques contraignants sur ma table basse, et exigeant que je les signe immédiatement. Il a expliqué que l'accord rédigé diviserait le fonds de fiducie à parts égales, transférant 750 000 $ sur le compte bancaire de mes parents, tout en établissant une tutelle conjointe sur le solde restant. Lorsque j'ai carrément refusé de signer les documents, ma mère s'est avancée vers moi, la voix tremblante d'une amertume intense, m'accusant de voler ce qu'elle prétendait être une propriété familiale légitime. Floyd Finch s'est penché sur le comptoir de ma cuisine, me prévenant que si je n'exécutais pas l'accord avant la fin de la semaine, il déposerait une plainte formelle auprès du tribunal des successions du comté de Marion. Il a menacé de m'accuser de manipulation émotionnelle grave, d'exploitation financière de personnes âgées, et de coercition illégale, prétendant qu'il possédait suffisamment de preuves circonstancielles pour convaincre un juge que le grand-père Lyle manquait de capacité mentale lorsqu'il avait remis les dossiers. Mon père a ajouté qu'il demanderait une ordonnance judiciaire d'urgence pour geler complètement la fiducie, privant mon grand-père de ses fonds médicaux, et le forçant à subir une tutelle d'État involontaire si j'osais résister à leurs exigences. Le grand-père Lyle s'est levé de son fauteuil, la voix ferme, en disant à son fils que cet argent était ses propres économies de toute une vie, et qu'il me faisait entièrement confiance pour le protéger. Mon père lui a adressé un ricanement méprisant, rejetant ses paroles comme une simple répétition de mes instructions, et prétendant que son début de démence rendait ses opinions juridiquement insignifiantes. Le manque absolu de respect dans le ton de mon père a allumé une ferme résolution de protection en moi, me faisant comprendre clairement que tout espoir persistant de compromis familial était officiellement mort. J'ai ramassé les papiers juridiques non signés sur la table, je les ai rendus à Floyd Finch. Et j'ai fermement ordonné à tous les trois de quitter ma propriété, avant que je n'appelle la police métropolitaine de Louisville pour signaler une violation de domicile en cours. Floyd Finch a ramassé sa mallette avec un petit rire sombre, promettant que mon défi me coûterait chaque dollar que je possédais une fois que nous serions devant un juge des successions. Lorsqu'ils ont claqué la porte d'entrée derrière eux, laissant mon salon dans un lourd silence, j'ai regardé le visage pâle du grand-père Lyle, et j'ai juré qu'aucune intimidation ne me forcerait jamais à renoncer à sa liberté. Dès le mardi matin suivant, mes parents avaient transformé notre désaccord familial interne en un spectacle public sur les réseaux sociaux. Mon père a rédigé un récit exagéré, et l'a publié sur plusieurs forums communautaires, m'accusant publiquement de manipuler un parent vulnérable pour l'isoler de sa famille. Il prétendait que j'avais secrètement convaincu un homme âgé de me remettre ses économies de toute une vie, caractérisant mes actions comme une trahison ingrate, conçue pour lui confisquer son héritage légitime. Le message a rapidement suscité un vif intérêt parmi les groupes locaux, provoquant des commentaires durs de la part de connaissances éloignées, qui acceptaient aveuglément sa version de l'histoire. Peu de temps après, des véhicules suspects ont commencé à stationner au ralenti le long de ma rue, et plusieurs voisins ont commencé à chuchoter dès que je sortais chercher le courrier du matin. Malgré la tension émotionnelle de ces attaques publiques incessantes, j'ai gardé mon calme, sachant que réagir de manière impulsive ne ferait que valider leur fabrication. Je me suis entièrement concentré sur le maintien d'un environnement calme et stable pour le grand-père Lyle, le protégeant des rumeurs troublantes sur Internet,
tout en gardant sa routine quotidienne paisible et ininterrompue. Reconnaissant qu'une résistance informelle ne suffisait plus contre leur hostilité croissante, j'ai planifié une consultation urgente avec Verna Drake, une grande avocate spécialisée dans le droit des personnes âgées à Louisville, qui était experte dans la protection des seniors vulnérables contre les abus financiers domestiques. Je suis arrivé à son bureau de la rue Méridian en apportant un classeur contenant nos journaux médicaux, nos relevés bancaires, et des copies imprimées des publications diffamatoires de mon père sur Internet. Verna Drake a examiné les documents avec un œil calme et perspicace, étudiant attentivement la chronologie du déménagement de mon grand-père, ainsi que la documentation vérifiée de son fonds de fiducie. Elle m'a assuré que la campagne publique de mes parents était une tactique d'intimidation transparente et désespérée, visant à obtenir un accord à l'amiable avant qu'un examen judiciaire officiel n'ait lieu. Elle a expliqué que les juges des successions du Kentucky évaluaient la capacité mentale sur la base d'évaluations médicales rigoureuses, plutôt que sur des affirmations sensationnalistes en ligne. Notant que nos preuves démontraient clairement un schéma de planification successorale volontaire et délibéré de la part de mon grand-père. Pour construire une défense juridique inattaquable, Verna Drake a élaboré un plan d'action stratégique complet, conçu pour neutraliser les demandes judiciaires à venir de Floyd Finch. Elle m'a demandé de me coordonner avec le médecin gériatre traitant de mon grand-père, afin d'obtenir une évaluation formelle de sa compétence, documentant son état cognitif exact grâce à des tests neurologiques standardisés. De plus, elle m'a ordonné de rassembler un registre chronologique détaillé, retraçant chaque dollar dépensé pour ses frais de subsistance quotidiens, ses courses, ses médicaments sur ordonnance, et ses séances de physiothérapie depuis qu'il avait emménagé chez moi. Pour stopper immédiatement cette campagne publique malveillante, elle a rédigé une mise en demeure urgente, accompagnée d'une demande d'ordonnance d'interdiction d'urgence contre mes parents, signifiant que toute autre diffamation ou harcèlement entraînerait une responsabilité civile immédiate et des sanctions judiciaires. Travailler aux côtés de Verna Drake m'a redonné un sentiment de confiance, transformant ma panique défensive en une contre-offensive juridique ciblée, très organisée. Au cours des jours suivants, j'ai recueilli des attestations sous serment des médecins traitants de mon grand-père, qui ont confirmé à l'unanimité que sa décision de me désigner comme administratrice avait eu lieu, alors qu'il jouissait de sa pleine capacité testamentaire. J'ai également organisé soigneusement nos enregistrements vidéo domestiques, qui montraient clairement le grand-père Lyle exprimant ses souhaits personnels avec une clarté totale et une indépendance émotionnelle parfaite. Lorsque Floyd Finch a reçu la notification juridique officielle avertissant ses clients de cesser tout harcèlement public, les publications diffamatoires sur les réseaux sociaux ont été retirées en quelques heures. Debout dans ma cuisine ce soir-là, en regardant mon grand-père terminer paisiblement un nichoir en bois à la table de la salle à manger, je savais que nous étions pleinement préparés à affronter toutes les fausses affirmations que mes parents apporteraient devant le tribunal. Lorsque la convocation officielle du tribunal des successions du comté de Jefferson est arrivée 2 semaines plus tard, Floyd Finch avait ajouté un nouveau document dangereux à leur dossier juridique. À la requête était jointe une copie certifiée d'une procuration irrévocable, prétendant avoir été signée par le grand-père Lyle 3 ans plus tôt, accordant à mon père le contrôle complet de tous ses avoirs financiers et biens immobiliers. Le document portait le sceau officiel d'un notaire, à côté d'une signature qui imitait de près l'écriture manuscrite distincte de mon grand-père, affirmant qu'il avait de plein gré transféré son autorité successorale future, bien avant d'emménager dans ma maison. Floyd Finch s'est servi de ce document pour soutenir que ma tutelle actuelle était juridiquement invalide, exigeant que le tribunal applique immédiatement l'accord antérieur, et gèle le compte de fiducie de la Heritage Bank. En lisant la requête déposée dans la salle de conférence de Verna Drake, l'audace pure du plan de mes parents me faisait trembler les mains de colère, car ils tentaient ouvertement d'utiliser un document frauduleux pour dépouiller mon grand-père de son autonomie.
Refusant d'accepter la validité du dossier, Verna Drake et moi avons passé l'après-midi suivant à effectuer un contrôle minutieux des archives médicales et des journaux intimes familiaux du grand-père Lyle. Nous avons étalé des dizaines de factures d'hôpital, de reçus de pharmacie, et de registres chirurgicaux sur son bureau, croisant chaque date mentionnée dans la procuration notariée. Alors que Verna Drake me présentait l'horodatage exact sur le sceau du notaire, elle s'est soudainement arrêtée, pointant du doigt une incohérence flagrante qui avait totalement échappé à l'équipe juridique de Floyd Finch. Le document prétendait avoir été signé et notarié en personne dans un bureau de notaire privé du centre-ville de Louisville, à 14 h l'après-midi du 14 octobre, il y avait 3 ans. Cependant, nos dossiers médicaux électroniques vérifiés racontaient une histoire totalement différente, révélant une faille catastrophique dans les preuves falsifiées de mes parents. À cette date et à cette heure exacte, le grand-père Lyle était hospitalisé à plus de 160 km de là, couché dans l'unité 2. Soins intensifs de l'hôpital Albert B. Chandler de l'Université du Kentucky à Lexington, à la suite d'une chirurgie urgente à cœur ouvert. Les registres d'admission à l'hôpital, les formulaires de consentement chirurgical, et les notes des médecins traitants prouvaient de manière concluante qu'il était totalement inconscient et intubé dans une chambre stérile. Aux soins intensifs pendant 5 jours consécutifs entourant cette date. Il lui était physiquement impossible de s'être présenté devant un notaire à Louisville. Ce qui révélait que mon père et Floyd Finch avaient fabriqué un document frauduleux, en utilisant un tampon de notaire antidaté pour créer une fausse piste juridique. Reconnaissant que nous possédions un alibi médical irréfutable, Verna Drake a immédiatement soumis une motion de preuve d'urgence pour exposer la procuration fabriquée devant le juge des successions. Elle a joint les dossiers certifiés d'admission aux soins intensifs, des déclarations sous serment de l'équipe de chirurgie cardiovasculaire, et une analyse graphologique médico-légale démontrant des signes clairs de simulation mécanique de signature. De plus, elle a officiellement informé la division des commissions de notaires du secrétariat d'État du Kentucky, afin de déclencher une enquête pénale pour fraude contre le notaire qui avait faussement validé le document. Debout sur les marches du tribunal, alors qu'un air d'hiver glacial balayait Louisville, j'ai ressenti un immense soulagement, sachant que la cupidité de mes parents les avait conduits directement dans un piège juridique inéluctable, qu'ils avaient eux-mêmes créé. La séance de médiation préalable au procès était prévue par un jeudi enneigé au tribunal du comté de Jefferson. À l'intérieur de la salle de conférence austère, éclairée par des néons au 4e étage, l'atmosphère était étouffante, alors que les deux équipes juridiques se faisaient face de chaque côté d'une longue table en chêne. Vincent Vance était assis les bras croisés, affichant une indifférence arrogante qui ne trahissait aucun remords pour le document frauduleux que son équipe avait déposé. Avant même que le médiateur nommé par le tribunal ne puisse ouvrir le dossier officiel, Vincent Vance s'est penché en avant, et a formulé une menace directe et agressive à mon encontre. Il a déclaré que si je refusais d'abandonner la gestion de la fiducie, et de lui signer immédiatement les droits sur le patrimoine, il lancerait une campagne ciblée pour détruire mon entreprise d'architecture paysagère, en contactant tous mes grands clients professionnels. Floyd Finch est resté silencieux à ses côtés, se contentant d'un hochement de tête hautain, qui signalait sa pleine approbation des tactiques d'intimidation de son client. Je suis resté parfaitement immobile, sans céder d'un pouce, sans montrer la moindre trace de peur, sachant que leur bravade n'était qu'un bouclier désespéré face à la vérité imminente. Plutôt que de s'engager dans une discussion orale enflammée, Verna Drake a calmement ouvert sa mallette en cuir et a sorti un appareil de lecture numérique crypté. Elle a regardé Floyd Finch droit dans les yeux de l'autre côté de la table, et a informé la salle que nous avions découvert une preuve audio capitale lors de notre examen de routine des fichiers numériques archivés du grand-père Lyle. Quelques mois avant d'emménager chez moi, le grand-père Lyle avait par inadvertance laissé une application d'enregistrement vocal fonctionner sur sa tablette, tout en recevant un appel téléphonique de Vincent Vance. Verna Drake a appuyé sur le bouton de lecture,
et un enregistrement audio d'une clarté cristalline a commencé à résonner dans la salle de conférence. Silencieuse. La voix froide et insensible de Vincent Vance a rempli l'espace. Alors qu'il s'adressait directement au directeur d'un établissement de soins notoirement bon marché et de qualité inférieure situé à la périphérie de la ville. Sur l'enregistrement, on pouvait l'entendre négocier le forfait de service le plus basique pour son propre père, tout en rejetant toutes les inquiétudes concernant les soins médicaux de base. Ses paroles étaient tranchantes et sans compromis, lorsqu'il a clairement déclaré « Je me fiche de savoir à quel point les conditions de vie sont terribles là-bas, tant que c'est le tarif le plus bas disponible, et que vous vous assurez qu'il ne me dérange plus jamais. » La pièce est tombée dans un silence lourd et inconfortable alors que l'enregistrement continuait de tourner, capturant toute l'étendue de son intention insensible d'abandonner un membre âgé de la famille pour un pur profit financier. L'expression suffisante de Floyd Finch s'est instantanément évanouie. Son visage s'est vidé de ses couleurs, lorsqu'il a réalisé l'impact catastrophique que cet enregistrement aurait sur son dossier devant un juge des successions. La révélation soudaine de cette bande a brisé la fragile unité entre mes parents, déclenchant un effondrement immédiat et chaotique autour de la table. Anita Vance s'est tournée vers Vincent Vance avec de grands yeux terrifiés, la voix tremblant violemment alors que la panique s'emparait totalement de son calme. Elle s'est mise à lui crier dessus devant les deux avocats, insistant strongly sur le fait qu'elle n'avait jamais accepté de placer le grand-père Lyle dans un établissement aussi négligent, et accusant son mari de lui avoir caché la vérité depuis le début. Vincent Vance a répliqué dans un chuchotement furieux, tentant désespérément de la faire taire tout en frappant du poing sur la table en bois dur. Mais le mal était déjà irréparable. Le médiateur a pris des notes en silence sur cette crise émotionnelle, reconnaissant que toute leur histoire de parents aimants et responsables venait d'être définitivement détruite en quelques secondes. Verna Drake a arrêté l'enregistrement d'un geste détaché, et a posé une copie transcrite du fichier audio au centre de la table de conférence. Elle a fait remarquer que cet enregistrement, combiné à nos preuves médicales vérifiées, établissait une preuve incontestable de mauvaise foi, de négligence envers une personne âgée, et de tentative d'exploitation financière. Floyd Finch s'est rapidement penché pour chuchoter d'urgence à l'oreille de Vincent Vance, conseillant vivement à son client d'abandonner la requête avant que des poursuites pénales ne soient formellement introduites dans la procédure. En regardant mes parents continuer à s'échanger des accusations amères à voix basse et paniquée, j'ai ressenti un profond sentiment de soulagement. La vérité avait enfin démantelé leur vaste édifice de mensonges, prouvant qu'aucune arrogance ne pouvait masquer la réalité cruelle de leurs actes. L'audience officielle au tribunal du comté de Jefferson a duré moins de 2 heures, mais elle a totalement transformé ma vie. La juge-présidente Rebecca Montgomery a examiné les preuves médicales irréfutables ainsi que l'enregistrement audio accablant, ne montrant aucune tolérance pour la manœuvre frauduleuse présentée par la partie adverse. Dans une décision ferme, elle a officiellement rejeté la requête de mes parents de manière définitive, et a annulé pour toujours la procuration falsifiée. De plus, la juge Montgomery a ordonné le transfert immédiat de l'ensemble du dossier de preuve au bureau du procureur, déclenchant une enquête pénale pour faux en écriture et tentative de fraude financière contre Vincent Vance et Floyd Finch. La juge m'a accordé la tutelle légale exclusive du grand-père Lyle, me donnant la pleine autorité fiduciaire et médicale pour assurer sa sécurité et son bien-être à long terme, sans aucune autre ingérence. Les retombées immédiates de la décision de justice ont brisé ce qui restait de la vie personnelle et professionnelle de mes parents. Une fois que la nouvelle de l'enquête judiciaire officielle a fuité dans la presse juridique régionale, l'entreprise au sein de laquelle travaillait Vincent Vance l'a rapidement licencié de son poste de cadre pour fautes éthiques graves. Confrontée à des frais d'avocat écrasantes et à une honte publique croissante, Anita Vance a demandé le divorce peu après l'audience, cherchant désespérément à protéger ses biens personnels contre les dettes financières incontrôlables de son mari.
Tous deux font désormais face à des inculpations pénales imminentes, qui pourraient se traduire par des peines de prison ferme, servant de rappel brutal. Que la manipulation juridique entraîne des conséquences bien réelles et dévastatrices. Leur tentative impitoyable d'exploiter un membre vulnérable de la famille a fini par détruire le statut et la richesse même qu'ils avaient passé toute leur vie à essayer de protéger. Après cette victoire au tribunal, j'ai aidé le grand-père Lyle à sortir dans la neige fraîche et paisible qui tombait doucement sur Louisville. En marchant bras dessus, bras dessous, loin des marches de marbre, il m'a serré doucement la main, exprimant une gratitude silencieuse qui comptait plus pour moi que n'importe quelle décision judiciaire. Nous sommes rentrés dans notre maison chaleureuse, laissant derrière nous les conflits amers et la tromperie qui avaient jeté une ombre sombre sur nos vies pendant des mois. J'ai changé définitivement de numéro de téléphone, j'ai mis à jour tous mes paramètres de sécurité personnelle, et j'ai coupé toutes les lignes de communication restantes avec Vincent Vance et Anita Vance. Dans notre salon paisible, baigné par la douce lumière des lampes, le grand-père Lyle et moi nous sommes enfin installés dans une routine tranquille, entourée de sécurité, de respect inconditionnel, et d'une véritable chaleur familiale. En repensant à ce voyage éprouvant, la plus grande leçon que j'ai apprise est qu'une vraie famille se construit sur le respect, l'intégrité, et la protection sincère, plutôt que sur des liens du sang. La richesse et la position sociale ne signifient rien lorsqu'elles sont recherchées par la tromperie, et défendre les personnes vulnérables vaut toujours les sacrifices. La justice peut parfois sembler lente, mais la vérité finit toujours par triompher quand elle est soutenue par un courage inébranlable. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont suivi cette histoire émouvante jusqu'à la fin. Votre soutien constant et votre attention bienveillante tout au long de ce récit ont compté plus que tout pour moi. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir sur les valeurs familiales, n'hésitez pas à partager vos impressions et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.